Le burn-out, un mot qu'on entend absolument partout, mais il prend une toute autre dimension quand il touche celles et ceux qui sont en première ligne pour prendre soin de nous, les soignants. On va décortiquer ensemble ce syndrome qui, littéralement, ronge de l'intérieur. D'ailleurs, arrêtons-nous juste un instant sur le mot lui-même. Burn-out, se consumer, brûler de l'intérieur. C'est une métaphore incroyablement puissante, celle de la combustion. L'idée qu'une personne se consume jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucune énergie. C'est une image forte et elle illustre malheureusement à la perfection cet état d'épuisement total. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'histoire même du burn-out est totalement liée au monde du soin. En fait, c'est un psychanalyste, Herbert Freudenberger, qui a utilisé ce terme en 1974 pour décrire précisément ce qu'il voyait chez des soignants bénévoles. Une perte totale de motivation, d'énergie. Les soignants ne sont donc pas juste une profession touchée parmi d'autres, ils sont à l'origine même du concept. Alors, de quoi parle-t-on exactement ? C'est crucial de comprendre que le burn-out, ce n'est pas un simple coup de fatigue ou un surmenage qui passe avec un week-end de repos. Non, c'est un syndrome clinique bien défini. C'est la psychologue Christina Maslach qui a vraiment posé les bases, en le décrivant selon 3 grandes dimensions. La première, la plus évidente, c'est l'épuisement émotionnel. C'est le cœur du réacteur, cette sensation d'avoir les batteries complètement à plat. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la dépersonnalisation. Pour se protéger, la personne met une distance, elle devient cynique, négative. On parle parfois de déshumanisation de la relation. Et enfin, le troisième pilier, c'est la perte du sentiment d'accomplissement. Le travail n'a plus de sens, on se sent nul, inefficace, dévalorisé. Et là, il y a une clarification essentielle à faire. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, le burn-out n'est pas classé comme une maladie, mais comme un phénomène lié au travail. En gros, il résulte d'un stress professionnel chronique qui n'a pas été bien géré. La nuance est énorme. Ça signifie que le problème vient du contexte de travail et non d'une fragilité de la personne. On en revient donc aux soignants qui, en l'aveu, sont particulièrement exposés. Il y a ce décalage permanent entre l'idéal du soin, l'envie d'aider, et la réalité du terrain, les exigences émotionnelles qui n'arrêtent jamais, la confrontation à la souffrance. Tout ça, ça crée un terrain très très propice à l'épuisement. Et ça nous amène au point central de toute cette analyse, résumé ici brillamment par la psychologue Marie Pézé. Le burn-out, ce n'est pas une défaillance personnelle, un manque de courage, c'est le symptôme d'un environnement de travail qui est devenu toxique. C'est une idée fondamentale. Il faut arrêter de regarder l'individu et commencer à regarder l'organisation. Alors justement, allons voir du côté de ses racines. Quels sont les facteurs dans l'organisation même des soins qui nourrissent ce syndrome ? Concrètement, qu'est-ce qui cloche ? Bon, il y a la surcharge de travail, évidemment, mais il y a aussi des choses plus insidieuses. Le manque de personnel qui empêche de bien faire son travail, des missions floues, le fait d'être interrompu toutes les 5 minutes, ou encore de recevoir des ordres contradictoires. Le fameux « prenez votre temps avec le patient, mais en même temps, il faut faire plus d'actes à l'heure ». C'est cette perte de la qualité du travail qui est souvent encore plus épuisante que la surcharge elle-même. Le management aussi joue un rôle absolument central. Le manque d'autonomie, ce sentiment de n'être qu'un pion. Le manque de reconnaissance qui est terrible quand on s'investit corps et âme. L'absence de soutien face à des situations humainement très dures. Et surtout, le manque d'endroits où l'on peut simplement parler du travail, des difficultés, de comment on pourrait faire mieux. Sans ces soupapes de décompression, la pression devient juste intenable. Comment savoir si on est en train de glisser ou si un collègue est en danger ? Il faut bien comprendre que le burn-out, ce n'est pas un interrupteur on-off. C'est un processus, une dégradation lente et progressive qu'il est possible de repérer si on sait quoi regarder. On observe souvent une progression en 3 temps. Et ce qui est assez paradoxal, c'est que tout commence par un surinvestissement. La personne donnait tout, elle travaille de plus en plus, mais pour une efficacité qui, elle, diminue. Alors pour se protéger vient une phase d'évitement, on commence à fuir les situations compliquées, les relations difficiles, jusqu'à ce que, à la fin, l'apathie s'installe. Un manque total d'énergie qui finit par déborder du travail à la vie privée. Les symptômes sont hyper variés, ils touchent vraiment la personne dans son intégralité. Côté tête, on a des difficultés à se concentrer, des oublis. Côté cœur, on devient irritable, on se replie sur soi. On peut voir aussi des changements de comportement, de l'absentéisme, parfois des addictions. Et bien sûr, le corps finit par parler. Des maux de tête, une fatigue chronique, que même le repos ne soulage plus, des troubles du sommeil. C'est l'accumulation de tous ces signes qui doit vraiment alerter. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que le burn-out n'est pas une fatalité. On peut le prévenir. Mais, et c'est un grand mais, la prévention ne peut pas reposer uniquement sur les épaules des individus. C'est une responsabilité qui doit être partagée à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est bien sûr l'individu lui-même.
Attention, il ne s'agit pas du tout de lui renvoyer la faute, bien au contraire. L'idée, c'est de lui donner des outils pour mieux se protéger. En gros, prendre soin de soi pour pouvoir continuer à bien prendre soin des autres. Ça passe par apprendre à connaître ses propres limites, à dire non. Ça passe par des formations pour mieux gérer la charge émotionnelle et surtout par le fait d'utiliser les ressources de soutien qui existent. Et bien sûr, le b.a.-ba, préserver un équilibre entre la vie pro et la vie perso. Mais tout seul, on ne peut pas grand-chose. Le deuxième niveau, il est absolument essentiel, c'est le collectif de travail, c'est l'équipe. C'est souvent au niveau de l'équipe que tout se joue. La clé, c'est de créer des moments réguliers pour parler du travail. Pas juste pour l'organiser, mais pour réfléchir ensemble aux difficultés, aux cas compliqués. Le soutien des collègues, un climat de confiance, bien intégrer les nouveaux, tout ça, ça forme un véritable bouclier collectif contre l'épuisement. Et enfin, on arrive au troisième et plus haut niveau de prévention, celui qui s'attaque vraiment aux racines du mal, l'institution, l'hôpital, la clinique. Pour que les choses changent pour de bon, c'est l'institution qui doit agir. La toute première étape, c'est de reconnaître officiellement le burn-out comme un risque professionnel. Ensuite, il faut mettre en place une vraie politique de qualité de vie au travail, former les cadres pour qu'ils deviennent des alliés de la prévention et communiquer clairement. C'est une approche globale, systémique, qui est nécessaire. Et si on doute encore de l'urgence de la situation, il suffit de regarder ce chiffre. 71%. Ce n'est pas une faute de frappe. C'est le pourcentage de jeunes oncologues en Europe qui disent souffrir de burn-out. On ne parle pas d'un phénomène marginal. On parle d'une crise massive qui touche la nouvelle génération de spécialistes, ceux qui sont censés être l'avenir de notre système de santé. Alors, ça nous laisse avec une question assez fondamentale. Un système de santé qui épuise celles et ceux qui le font tourner, peut-il vraiment fonctionner sur le long terme ? Prendre soin de nos soignants, ce n'est pas une option, ce n'est pas un luxe, c'est la condition sine qua non à la qualité et à la survie des soins pour nous tous. Et c'est peut-être ça la réflexion la plus importante à retenir.